Bienvenue à ce panel sur la fragilité et l'agilité. Est-ce que les deux sont compatibles? On espère. Alors, je vais présenter la communauté de pratique en agilité organisationnelle. On a des rencontres à peu près mensuelles ou tous les 2 mois sur les sujets en ce qui concerne l'agilité au niveau de l'organisation. Donc, au-delà des équipes, est-ce que les organisations peuvent être plus agiles? Oui, et comment? C'est tout le sujet de cette communauté de pratique qui rassemble des praticiens, des coachs, des dirigeants, des gestionnaires, des praticiens, des développeurs, tout le monde qui s'intéresse à l'agilité organisationnelle. Nous faisons partie de Agile Montréal, qui est la communauté des praticiens en agilité de, de Montréal et la grande région de Montréal, qui a un Slack, qui a un site web, qui a des événements gratuits et payants. Il y a entre autres l'Agile Tour qui s'en vient le 27 novembre. Je vous invite à prendre votre billet. Il y aura l'Agile Open qui est une fois par an et puis plein d'autres événements. Alors, je vais présenter nos panélistes. Euh, Céline Deligneris, qui est consultante en robustesse des organisations. Nous aurons Zélia, coach certifié, partenaire en développement organisationnel, psychosociologue, Zélia Lefebvre. Marwan Trabelsi, coach exécutif et stratégique. Et Sylvain Etier, cofondateur de Fabrica, stratège en transformation agile et en innovation durable. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 11 septembre. Est-ce que c'est un Mhm. hasard? Peut-être pas. Il y a une grande leçon d'agilité du 11 septembre qui n'est pas très bien connue en fait. Il y a un documentaire qui s'appelle Boat Lift, raconté par Tom Hanks, qui décrit comment s'est organisée l'évacuation des New-Yorkais le jour des attentats. Ils se sont retrouvés coincés alors que tous les transports en commun étaient bloqués, les ponts ont été interdits d'accès et ils voulaient fuir. Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils voyaient des tours qui s'effondrent derrière eux. Ils ont voulu fuir l'île. Fuir l'île. On parle d'un demi-million de personnes à évacuer par voie maritime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait réussi à évacuer 339 000 soldats britanniques et français par bateau. Il leur a fallu 9 jours. L'opération Boat Lift du 11 septembre s'est organisée spontanément par quelques capitaines soucieux du bien-être de leurs congénères. C'est tout à fait organiquement et d'une façon émergente que ça a été organisé. Il n'y avait pas de planification préalable, ni gestion de projet centralisée d'ailleurs. Les premiers bateaux en ont appelé d'autres, et puis éventuellement il y a un appel radio qui a été lancé à tout le monde, et il y a des milliers de navires qui sont venus des environs qui sont venus prêter main forte. Ils ont réussi à évacuer un demi-million de personnes, encore plus de monde qu'à Dunkerque, en seulement 9 heures. Est-ce que c'est de l'agilité, ça? Moi, je trouve que oui. Comme quoi? Donc, l'agilité qu'on observe, on peut l'observer naturellement. L'agilité qu'on observe dans nos grandes organisations, par contraste, semble hautement scriptée. Nous avons des cérémonies, des maîtres de mêlée qui travaillent souvent avec des chargés de projet, des ingénieurs de train livraison, des responsables de programme sur la livraison de projets planifiés sur plusieurs mois ou plusieurs années. On essaye d'optimiser tous les aspects, de réduire la vélocité. On surveille les burn-down pour s'assurer qu'ils descendent bien comme prévu chaque jour. On affiche les métriques que les équipes s'auto-organisent pour corriger. On anime des rétrospectives pour s'assurer que les équipes s'améliorent en continu. Et je sais, j'ai participé à ces transformations agiles. Si l'agilité est danser avec le changement, on peut se poser la question, est-ce que cette chorégraphie à l'échelle qu'on observe dans nos grandes organisations, est-ce qu'elle rend vraiment nos organisations plus adaptables ou est-ce qu'elle les rend plus fragiles? Il semblerait qu'on ait une épidémie de burn-out, de désengagement, de stress. Alors qu'on traverse des difficultés économiques, est-ce que les rituels agiles ne risquent pas de devenir des scènes de théâtre dans lesquelles on se met en scène pour montrer qu'on est plus performant que son voisin, sa voisine, et de sauver sa job? La limite de WIP, de travail en cours, à ne pas confondre avec le fouet, qui devrait rester stable ou descendre et qui est toujours dans le rouge, est-ce que ce n'est pas un facteur de stress supplémentaire? La dette technique qui continue de s'accumuler avec comme conséquence que chaque changement devient plus risqué, des mises en production qui échouent, entraînant des délais et des blâmes. Est-ce que cette danse agile, elle est joyeuse et soutenable?
comme le voudrait le principe du manifeste agile, ou est-ce qu'au contraire, elle pousse les personnes à bout, fragilise les équipes et rend les produits toujours plus instables, toujours plus proches de leurs limites? Parce que quand on prend un peu de recul, c'est toute l'organisation qui accumule les risques. Des équipes poussées à bout, des produits sclérosés, des personnes essoufflées. Au final, c'est la structure entière qui peut ressembler à un château de cartes. Un colosse au pied d'Agile. Je me tourne vers nos panélistes, que j'accueille avec un grand sourire pour contrebalancer. Et il faut quand même le dire que nous avons tous et toutes vu beaucoup de succès avec l'agilité. Des livraisons plus fréquentes, des utilisateurs plus satisfaits, des employés plus satisfaits. Donc Agile peut tout à fait être une recette de succès. Alors je vais vous poser une question à chacun, chacune des panélistes pour qu'on apprenne à mieux vous connaître. Je vais prendre l'ordre alphabétique. Zélia, j'ai pas dit dans quel ordre, hein. Zélia, bienvenue. Euh, en quoi est-ce que comprendre sa propre fragilité pour un gestionnaire peut t'aider à voir la fragilité ou au contraire bâtir la résilience dans son organisation? Pour un gestionnaire? Mhm, Mais c'est tellement important d'aller voir de quoi on est bâti, de quoi on est fait, qu'est-ce qu'il y a de tapis dans l'ombre, parce que c'est souvent là qu'il y a plein de potentiel pour enliser sa beauté ou pour soutenir et élever un élan, une initiative, un projet, peu importe, ou un tel grand changement que l'agilité. Donc, pour moi, c'est primordial d'aller valider où sont nos petites fragilités. Puis dans fragilité, ce que j'apprécie beaucoup, il y a humanité, il y a singularité, il y a vulnérabilité, euh, il y a l'humain. Puis je pense que c'est super central de, de développer cette aisance-là à être vulnérable, puis à parler de soi aussi quand on essaie de influencer les gens à oser faire le saut dans un changement. mhm. Sylvain, est-ce qu'il y a eu dans ton parcours une fragilité ou un moment de rupture qui a marqué un tournant dans ta façon d'aborder l'agilité ou la résilience d'ailleurs dans les organisations? Plusieurs. Et je néglige l'impact de ça parce qu'aujourd'hui, il y a des réflexes que j'ai, que je me rends compte qui ont été développés à cause de ces événements-là. Puis des fois, je m'attendais à ce que les autres agissent des fois de la même façon. Des fois, ça prend une certaine expérience pour avoir le recul. Et moi, j'ai un parcours académique, recherche fondamentale. Et quand on dit recherche fondamentale, on pense agilité, on veut tester, on veut découvrir, on veut pousser. Et à un moment donné, je suis pris dans un carcan où ce que les subventions sont top-down. Et j'arrive à un moment donné avec, je suis dans un problème, une difficulté, je suis en recherche. Et je demande à un collègue plus élevé que moi, donc je suis au PhD, lui c'est un postdoc. Il me regarde et me dit, moi je l'ai faite l'erreur, tu vas la faire aussi. Et il s'en va. Là, je dis, wow, dans quoi je suis? Et j'ai réalisé que c'était incompatible, c'était incohérent avec ma vision des choses. Et tranquillement, il y a eu une déconnexion, il y a eu une fracture. Et les gens autour de moi ont commencé à voir, oh, Sylvain, il change, là. Et il a fallu que je la vive, cette fracture-là. Et je suis allé de l'autre côté, puis j'ai découvert une autre culture, j'ai découvert d'autres personnes. Et ça m'a fait complètement changer ma perspective. Et là, j'ai découvert, en fait, puis grâce à ces douleurs, grâce à cette expérience-là, j'apprécie encore plus. Donc, grâce à cette fragilité que moi, je suis allé vivre, là, je suis réceptif quand je vois les gens qu'on demande d'être performants dans des, dans des Hmm. organisations, là. Moi, j'ai déjà essayé d'être performant, puis je me suis déjà déconnecté de la mission. On disait le taux de dépression, le taux de... Des fois, c'est parce qu'on est déconnecté de la mission vers laquelle on va. Donc, Hmm. absolument, il y a eu des événements dans ma vie. Et aujourd'hui, chaque événement, puis on va sûrement en reparler en fragile, agile, ma rapidité à juste passer, ah, qu'est-ce que j'ai appris? Rapidement, la boucle qui tourne, puis de passer de l'échec, la douleur, le deuil, l'acceptation, c'est comme tout ce processus-là, c'est rendu une espèce de boucle. Je me dis à chaque fois, je veux juste apprendre, puis donc, on va peut-être en parler, mais d'arriver jusqu'au moment de fragilité puis d'en ressortir, là, il y a un mouvement qui se passe, il y a une danse qui se passe. Puis je trouve que ça vaut la peine d'aller explorer cette danse-là. Mhm. Marouane, je me tourne vers toi. Donc, tu accompagnes les organisations. Euh,
comment est-ce que tu as découvert l'antifragilité et qu'est-ce qu'elle Mm. t'a amené? Alors, l'antifragilité, j'ai découvert en 2021 après une belle expérience d'adaptation. De 2020 à 2021, on a tous vécu cette adaptation de travailler au bureau et après tout travail chez soi, en télétravail et tout. Et la question qu'on a posée, est-ce qu'on est capable d'accepter ou de subir un autre changement majeur comme on a vécu dans le Covid? Est-ce qu'on est capable encore de s'adapter et jusqu'à quand on peut s'adapter? Il y aura des changements. On a vécu le Covid encore une fois, mais il y aura encore des gros changements. Et les recherches m'ont emmené à un livre qui s'appelle L'antifragilité, les bienfaits de désordre. Un livre écrit par Nicolas Nassim Taleb, c'est un philosophe, trader et tout. Le livre a été publié en 2012. Il a parlé des changements majeurs et tout. Mais avec pur hasard, je le découvre en 2021. Euh, Taleb décrit un système fragile, un système qui s'affaiblit suite au choc, suite aux pressions, suite aux changements majeurs et tout. Donc vraiment, il devient plus faible. Et pour lui, un système robuste, c'est un système qui reste le même, même avec ces changements-là. Il a inventé la définition d'antifragilité, c'est tout système qui devient plus fort et qui profite de ces changements. Donc pour lui, tous ces changements, c'est une opportunité pour se renforcer. Je pense que là, on est arrivé à un moment qu'on a besoin de cette antifragilité. Donc on a besoin de profiter de ces changements. On a besoin de cette incertitude qu'on vit présentement. Je pense qu'on doit le voir comme une opportunité. Et pour revenir au point de fragilité, je pense que d'accepter cette fragilité, c'est une opportunité pour nous et accepter cette fragilité pour le transformer en opportunité et vivre dans cette incertitude. Mhm. Je rajoute un petit point. Le livre a été publié en 2012, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de documentation. Il n'y a que professeur de l'EHEC Paris qui s'appelle François Casal qui a publié après deux livres par rapport à l'antifragilité. Il n'y a pas de framework, il n'y a pas des outils. Il y a juste trois outils pour faire un diagnostic. Par la première chose à faire, c'est on doit faire un petit diagnostic pour checker c'est quoi nos points faibles, notre fragilité et commencer par ces points pour vraiment checker nos limites et commencer par ces points pour développer, trouver des solutions. Donc, encore une fois, il y a pas des frameworks comme l'agilité et tout. On est encore dans la recherche. Je pense que chaque entreprise, organisation, société doit chercher ses points faibles et créer son système antifragile. Hmm. Mhm. Merci. Céline, tu as accompagné beaucoup d'entreprises en croissance. Est-ce que tu as observé des signes avant-coureurs de fragilité et qu'est-ce qui en était la cause? Oui, ben, en accompagnant beaucoup d'entreprises à différents stades, parce que que les gens soient en démarrage, en croissance ou même en transfert d'entreprise, le point central, c'est l'entrepreneur. C'est les fragilités de l'entrepreneur. Des fois, il y a des œillères parce que lui, c'est peut-être une personne très technique. Donc, il connaît son métier, il connaît son produit, mais il va y avoir des œillères par rapport au qu'est-ce qui se passe sur le marché, les différentes technologies, toutes les avancées. Donc, ça peut être aussi sur la partie au niveau, comment dirais-je, tu sais, ça peut être, il n'y a pas les compétences au niveau financier. Donc, et le défi était toujours, est-ce que la personne sait s'entourer? Parce que c'est pas grave d'avoir des fragilités. Tout le monde, on en a tous. Moi, la première, tout ça. Mais est-ce qu'on sait s'entourer? Est-ce qu'on a aussi une chose, c'est où est-ce qu'on veut s'en aller? Est-ce qu'on est toujours, Sylvain me mentionnait, est-ce qu'on est toujours dans un esprit de performance? Est-ce qu'on est, on a des entrepreneurs, des dirigeants qui se croient condamnés à croître, condamnés à progresser, condamnés à s'endetter, euh, quitte à oublier qu'ils ont d'autres identités que celui d'être entrepreneur. Des fois, ils oublient que, ben oui, ils sont aussi pères de famille, mères de famille, ils sont des amis, ils ont une autre vie, ils sont aussi peut-être aventuriers. Et donc, parce que tout ça, ça peut nourrir la personne. Donc, la fragilité vient d'abord et avant tout de l'entrepreneur, de comment il se voit, comment il se gère. Puis après, c'est aussi des fois des dynamiques d'équipe. Euh, des- de- on le voit, ces dynamiques d'équipe, comment est-ce qu'on a un climat de confiance, est-ce qu'on a un climat de coopération dans l'équipe?
parce que c'est ça aussi qui va faire que les gens vont être plus agiles, parce qu'ils peuvent se dire, ils ont pas peur de, comment dirais-je, d'affirmer quelque chose, de dire, oh, j'ai vu telle personne, telle chose se passer dans le marché, en ayant peur de se faire taper dessus. Donc, ça, c'est qui rajoute la fragilité. Donc, c'est cette partie-là que la dynamique d'équipe, tout ça, c'est là-dessus. Après, bon, on pourrait nommer d'autres fragilités, mais qui découlent toutes de ces deux premières. Parce que si on a un produit qui ne correspond plus aux attentes du marché, mais est-ce que nos gens, nos entrepreneurs, ils ont été à l'écoute? Donc, tout ça découle toujours, c'est des facteurs humains qui sont vraiment, je dirais, importants et qui font que le reste va aller bien ou moins bien. Est-ce que j'ai les bonnes personnes? Donc, il y a plein de choses, mais je reviens toujours sur ce facteur humain, cette fragilité humaine qui est inhérente et qui est aussi un petit, comme je dirais, qui peut être aussi joyeuse parce que ben, moi, j'ai une faiblesse. Comment je vais, puis je ne vais pas aller trop loin, mais comment je vais aller chercher du support de l'équipe pour pouvoir compenser parce on n'a pas tous les mêmes fragilités. Donc, c'est là-dessus. Hmm. Merci. Alors, je vais commencer à poser une question à l'ensemble de nos panélistes. Bienvenue aux participants, participantes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat quand vous en avez. Vous avez une question, clarification sur le sujet, n'importe quoi. N'hésitez pas à la poser dans le chat. Et Michel, merci Michel, regardera les questions et nous dira à un moment donné quand il y a des nouvelles questions. Alors, ma première question, ça va être... Pourquoi est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de se poser la question de la fragilité dans nos organisations? Hmm. Parce qu'on est dans un univers complexe, il y a plein d'anxiété sur le plancher, autour de l'entreprise et de l'organisation. Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt pour continuer à croître dans cet univers? Est-ce qu'il faut se poser des questions? Puis, est-ce qu'on est trop fragile pour poursuivre notre croissance? Est-ce qu'on veut croître? Euh, la fragilité... parce qu'il y a beaucoup de fragilité, en fait. Puis tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de gens qui partent en arrêt de travail, en fait. Puis ça fragilise également une organisation, une équipe. Puis il y a même des fondateurs qui, euh, parfois aussi, font cette presque heureuse pause-là, parfois. En fait, Hmm. j'ai le goût de rebondir. Oh, Même Vas-y. Ah! Marwan avait levé la main vas-y, je aussi, vais laisser mais Marwan. Merci, allez-y. merci Sylvain. Je pense qu'on croit souvent qu'il faut effacer toute fragilité pour être fort. Mais je pense en réalité, c'est l'inverse. Reconnaître sa fragilité, c'est déjà faire preuve de lucidité. Ça nous permet, ou ça permet l'organisation de, comme j'ai déjà dit tantôt, de détecter ses limites et s'adapter avant que le marché l'oblige. Donc, quand une Mhm. entreprise assume sa fragilité, elle transforme le changement en opportunité. Comme a dit Sylvain tantôt, elle choisit d'agir, expérimenter et surtout d'apprendre. Donc, le Mhm. changement devient vraiment, dans ce cas, vraiment devient une ressource. Mais lorsqu'une organisation ignore sa fragilité, elle se rassure à court terme, certes, mais jusqu'au jour où une crise impose une transformation brutale, choc vraiment, une grande choc. Et dans ce cas, le changement n'est plus un choix. Donc, on sera dans l'obligation, il sera imposé, il sera coûteux, il sera douloureux. Et je pense que la différence entre changement choisi et changement imposé, c'est énorme. Parce que on parle dans la psychologie organisationnelle, elle est démontré que le changement choisi génère de l'engagement, tandis qu'un changement imposé génère généralement de la résistance. Je pense qu'on voit dans plusieurs organisations qu'il y a beaucoup de résistance parce qu'on est dans l'obligation de changer. On est en retard par rapport au changement, on est en retard par rapport au marché ou le besoin des clients de façon générale. Donc, pour résumer, il faut peut-être accepter qu'on est fragile. On a une certaine fragilité, même si on est en organisation multinationale, peu importe la taille, on est en une certaine fragilité. Il faut profiter de cette fragilité.
Je peux poursuivre. Est-ce que je peux lever la main à chaque fois, là, mais j'aime Non, non, bien. allez-y, Quand allez-y. c'est organique, mais tu sais, je veux revenir sur ce qui a été dit. Moi, une question que je pose souvent en formation agilité, Scrum et tout ça, je dis est-ce que l'agilité, c'est une mode ou c'est quelque chose de normal? Puis là, j'ai toujours cette discussion-là. Puis là, les gens, éventuellement, ah, OK, c'est pas juste une mode, il y a une raison. Et là, la fragilité, j'ai l'impression qu'on va repasser par la main. Est-ce que c'est une mode, on parle de fragilité, ou ça répond à un besoin? Puis le besoin, il est souvent externe, puis on commence à le vivre avec la performance qu'on a vécue, là. Mais on commence à vivre les limites planétaires. Fait que là, les gens doivent changer leur façon de faire. Donc là, on doit détruire des processus. Donc, on est en train de dire, attends, j'ai-tu tout fait de croche depuis le début? Non, c'est pas ça ici. C'est juste le modèle, tu vois où ce qui est fragile. Il faut que tu l'écoutes. Puis là, j'ai entendu Céline parler de tantôt compétences. Est-ce que j'ai les compétences pour tourner? J'ai toujours été le sauveur, j'ai toujours été celui qui a fait progresser. Et là, j'ai plus les réponses. Et là, faut que je tombe dans ma propre vulnérabilité personnelle, organisationnelle, pour aller retourner de la solution et me dire, donc, mais il y a des gens qui l'ont, cette compétence-là. Et là, d'aller les voir, puis aller questionner, etc. Puis là, ben, la fragilité, c'est les limites planétaires, puis c'est aussi les limites sociales. Et là, je reviens avec, c'est ça, tu sais, les dépressions, on a poussé l'humain, on pousse l'humain. Puis là, ben, il y a des dirigeants, il y a deux sortes, hein. Ben, je vais sortir le whip, Olivier. Mais le L'autre, oui. fouet, l'autre fouet, là, tu sais, pour essayer de pousser les gens, puis là, je vais placer l'agilité, puis les cadres, pour essayer. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que si on doit changer, puis là, on parle de transformation numérique beaucoup au Québec parce que c'est les grands fiascos, on les entend, les réussites, on les entend des fois moins, mais les gros fiascos, on les entend. Mais c'est ça ici, on va arriver avec la même chose à cause de signes externes, qui est la planète, qui est les gens, qui n'est pas des trucs palpables de modèles d'affaires juste de croissance économique. On est en train de sortir de ça. Puis comme toute la société est en train de se réveiller autour de ces questions-là, on est en train de voir les impacts. Donc là, on en parle, il y a des groupes. Donc j'ai l'impression que tout ça ensemble, ça fait que c'est important de parler de la fragilité dans un contexte de pourquoi on est en ce mode de fragilité pour avoir peut-être le goût de sortir de ça. Ça veut dire quoi? Et j'ai beaucoup aussi aimé ce que, tu sais, sortir de la fragilité, c'est retrouver un autre modèle qui va être en économie croissante, ce qui est le bon, ou c'est de penser autrement, ou c'est de redéfinir les façons de faire. Donc, beaucoup de travail à faire dans la mentalité des gens, et Marouane parlait de l'expérimentation, donc de retourner dans ce mode-là. Moi, c'est une expérimentation, je vois ça comme une façon de danser avec la fragilité. Soudainement, j'échoue plus parce que je suis pas bon, j'échoue parce que je teste. Et là, ça change complètement la perspective. Ouais, je rebondir sur ce que Sylvain disait au niveau des crises, tout ça, des limites planétaires. Ben, moi, c'est pour ça que je me suis dirigée vers la partie robustesse des organisations, parce que le concept de robustesse développé par Olivier Hamon, avec vous pouvez le voir sur YouTube, ou son livre La troisième voie du vivant, il parle justement que la fragilité est inhérente. Et dans le sens, dans une plante, ils n'appellent pas ça des fragilités, ils appellent ça des sous-optimalités. Il y a des lenteurs, de la redondance, de l'incohérence aussi, plein d'éléments qui font en sorte que la plante est capable de résister aux crises. Donc, ces fragilités-là qu'on a dans nos organisations, comment on les utilise aussi pour pouvoir mieux s'adapter, mieux résister aux crises. Donc, Marouane disait de les accepter, de les accueillir comme étant des fois des opportunités pour faire autre chose, pour faire quelque chose de vivant. Et aussi, de changer, de dérailler un petit peu de notre système de culte de la performance. Parce que c'est ça qui va être actuellement le plus grand défi, c'est de dérailler de ce culte-là qui veut qu'on toujours plus loin, quels que soient les dégâts que ça peut causer à nos sociétés. Donc, et que ce soit directement sur l'humain, mais aussi de façon plus globale. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage aux futures générations? Donc, c'est vraiment ça, c'est de dire comment on s'appuie sur la robustesse pour pouvoir
Et que ça peut être la robustesse, l'antifragilité. Il y a plein de choses, de la résilience. Les termes sont nombreux pour pouvoir changer un petit peu de disque, parce qu'actuellement, nos fragilités, avec la performance, on- elles sont vraiment, on ne veut pas les voir. Les entrepreneurs ne veulent pas les voir. Ils disent, je continue, je m'épuise, mais c'est pas grave, je continue. Et on a plein de maximes qu'on utilise tout le temps. Non, n'abandonne pas, n'abandonne pas, il ne faut jamais abandonner. La manière dont on décrit les gens qui abandonnent, c'est pas comme si c'était, oh, je me suis re-questionné et donc j'ai fait des choix différents, mais non, tu es un lâche parce que tu as abandonné. Donc, tu sais, il y a aussi, au niveau culturel, là, il va y avoir tout un changement qui va être nécessaire pour pouvoir euh, mettre en valeur que la fragilité peut être un atout. C'est ça. Mhm. La Alors, fragilité. j'entends. Oui, Ah, pardon, vas-y, Zélia. j'avais le goût de parler de fragilité, puis de sensibilité, puis d'oser prendre ces opportunités-là, mais de les accueillir comme des données pour réévaluer qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle information-là. Est-ce qu'on réagit au combat ou est-ce qu'on l'intègre puis on fait avec cette nouvelle information-là? Moi, je le vois un peu aussi comme ça, puis on se pose les questions, on se réorganise, etc. Et Olivier, vas-y, qu'est-ce que t'allais... Mhm. Où tu nous amenais maintenant, peut-être? Alors, j'allais amener à une autre question qui est, moi, ce que j'entends, c'est vous avez une attitude différente envers le risque. Euh, et qu'est-ce que vous observez, c'est quoi une meilleure attitude par rapport au risque qui permet de développer l'adaptabilité dans nos organisations? Est-ce que vous avez des métaphores à proposer pour comprendre cette dialectique? J'avais une analogie, mais peut-être qui est post à l'analogie que tu cherches. Fait que je vais la lancer, puis peut-être que quelqu'un pourra prendre la balle au bon, là. Mais une histoire que j'aime raconter, c'est, je ne sais pas si vous connaissez bien le Titan, qui est ce submersible qui allait visiter le Titanic. Donc, c'était une compagnie qui s'appelle Ocean Gate. Et c'était le premier sous-marin. Et là, un peu comme on change des fois nos façons de travailler dans une organisation, ils ont décidé de changer le matériau pour faire le sous-marin. C'est plus du métal qui est bien étudié, bien compris, mais de la fibre de carbone. Et tranquillement, ils vont descendre. Et là où est-ce que je veux en venir, c'est des signaux faibles, hein. Il y a des ingénieurs qui ont dit on ne connaît pas ça. Il y a un risque. Comment on mitige le risque? Ben, on va mesurer, on regarde. Et là, ils ont mis des micros pour écouter la coque. Ils se sont dit on va entendre, on va sentir le système travailler. Et là, ben, si vous avez, il y a un documentaire, tout ça, là, puis je vais un peu vite sur cette partie-là, mais c'est à la plongée 82 que le sous-marin a implosé. Ben, au 80, il y a eu des signaux. Il y avait des signaux sur le graphique. Et là, il y a des ingénieurs qui disent, moi, je ne veux plus descendre dans ça. Je ne veux plus, je ne veux plus. Et là, 81, gros changement. Ça va casser. Donc, les signaux d'alerte sont lancés, tout le monde le sait. Et si on écoute, c'est quoi? C'est l'ego d'une personne qui a dit non, moi, je veux aller jusqu'au Titanic. Et il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause que cette personne-là a eu un ego démesuré. Il a dit, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est de pousser, pousser, pousser. Mais il y avait des gens qui ont dit, oui, c'est ça l'innovation, mais on est dans le risque en innovation. Mesurons. Et si on met les bonnes mesures, on devient quoi? On devient antifragile parce qu'on est capable de réagir. Mais ça veut dire qu'on sait quoi écouter. Puis quand les signaux sont là, il faut savoir les écouter. Fait que j'aime beaucoup cette analogie-là les signaux étaient là, les ingénieurs avaient même mis les bons, les gens ont commencé à quitter, mais on est quand même continué dans la voie, puis ça reste, c'est l'individu qui a dit, les gens ne savent pas, j'en connais plus que eux sur la fibre de carbone. Et bien voilà ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas si l'histoire un peu rebondit. Zélia, tu allais poursuivre? Oui, ça me chicote aussi parce qu'il y a des mesures, des indicateurs. On avait choisi des indicateurs, puis on fonce, puis on reste là accroché sur nos indicateurs parce qu'au bout, on veut innover, gagner ou je ne sais pas trop quoi. Mais en chemin, il y a peut-être d'autres signaux qui ont émergé, puis il y a des fragilités, il y a des systèmes nerveux qu'on n'a pas écoutés, des ressentis qu'on n'a pas écoutés
parmi notre troupe. Et ces Absolument. signaux-là, il n'y avait pas pensé, on ne l'avait pas mis dans notre tableau d'indicateur à mesurer puis à suivre. Mais il y a autre chose qui a émergé puis on ne l'a pas écouté. Puis ça, ben, ça demande parfois de ralentir, d'aller à l'intérieur, puis d'écouter ces autres signaux-là, parce qu'on a plein de capteurs de signaux à l'intérieur de nos corps, puis dans nos équipes. Absolument. Hmm. C'est mon leg dans ce panel, d'écouter nos systèmes nerveux, puis de ralentir pour mieux écouter ces signaux-là qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas été capable d'identifier au début d'un processus, par exemple. Hmm. J'ai Hmm. envie d'élargir, de rebondir sur cette question et de la poser à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des signaux auxquels on devrait faire attention dans les organisations et particulièrement à quel moment est-ce qu'on devrait augmenter l'écoute, tendre l'oreille? Hmm. Je sais pas si c'est quel signal, parce que des fois, c'est pas un chiffre, c'est pas, on va pas mettre, on essaie des fois de regarder, oh, faut mettre un nombre. Mais juste le signal dans cet exemple-là, c'était, pour moi, le plus gros signal, c'est qu'il n'y avait pas la confiance dans son équipe. Il n'y avait pas une équipe soudée, il n'y avait pas une équipe de confiance. Et ça, c'est mon premier signal que l'organisation, c'est beaucoup d'organisations qui sont comme ça, malheureusement, mais quand il n'y a pas cet aspect de confiance pour pouvoir, justement, ensemble, collectivement, accueillir, écouter les risques et prendre en considération qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a plein d'exemples où, quand ça s'est passé, quand les gens il y avait cette écoute-là, ben, c'est plus facile pour l'organisation de rebondir et de s'adapter. On parlait de s'adapter aux différents risques. Donc, euh, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres Mais pour moi, c'est le premier signal là qu'une organisation va pas bien, c'est au niveau du niveau de confiance, au niveau de la coopération dans l'équipe. Le bien-être de l'équipe en façon générale, c'est mon premier. Puis, c'est parce que les autres vont en découler. C'est parce que va y avoir d'autres signaux, parce qu'on peut avoir plein d'autres signaux qui se mettent en place. Si la personne si ça monte de quelqu'un qui n'est pas considéré, ça sera jamais écouté. Donc, c'est pas, c'est ça le défi majeur. C'est pas, parce que c'est comment, ils sont là, les signaux. Il y a toujours eu quelqu'un qui savait quelque chose. C'est juste, ben, je le dis pas parce que, de toute façon, personne ne m'écoute. Donc, c'est ça que je pense que pour moi, le plus grand défi là-dessus. C'est une histoire de sécurité psychologique, d'aisance à libérer la parole chez les uns et les autres et de décoder quand les gens sont pas à l'aise de formuler ce qui est là à l'intérieur. Tu sais, parce qu'en fait, comme dit Jean, il faut absolument aller chercher cette donnée-là hyper pertinente qui parfois reste ici, qui peut livrer à l'ensemble pour le bien commun. Et parfois caché dans la mécanique. Ah ben non, l'équipe a des rétrospectives, donc ils sont en amélioration continue. Et là, hop, on vient de fermer parce qu'on dit que l'espace est déjà là. Donc ça aussi, Ils ont fait leur rétro, ouais, fait. Tout a été dit, right? Really? Hmm. et je ne sais pas si Merwan, tu voulais. Ouais, Ouais, vas-y. ouais, ouais, j'aime beaucoup l'exemple du Sylvain. Et peut-être la question qu'on peut poser, si la sous-marine elle est arrivée au Titanic, s'il a continué dans cette direction, il était arrivé au Titanic, ça se peut qu'on parle aujourd'hui d'une innovation, un exploit. Et je ne sais pas jusqu'à quand on peut écouter les signaux, parce que là, dans ma tête, j'ai l'exemple de Steve Jobs. Je pense à l'époque, quand il a parlé pour la première fois par rapport à l'utilisation de souris, l'innovation de souris, tous les signaux étaient contraires. Non, on ne peut pas faire ça. C'est peut-être vers les années 70, les années 80, cette innovation, non, ça ne peut pas fonctionner. Tous les indicateurs, les signaux, les personnes autour de lui, non, ça fonctionne. Mais il a persisté, il a continué dans cette direction. Aujourd'hui, on utilise le souris comme étant quelque chose d'évident et tout. Donc, oui, écouter les signaux, les indicateurs, surtout les signaux internes, mais jusqu'à quelle limite? Parfois, les signaux, trop d'indicateurs, qu'on dit toujours, bloquent l'avancement. Est-ce qu'on peut mesurer les risques, les signaux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit compter toujours sur les signaux? Oui, mais il y a l'instinct. Tantôt Céline a parlé des entrepreneurs. Il y a quelque chose interne qu'on doit l'écouter parfois pour avancer.
Et tu ramènes à la tolérance au risque. Il y a des entrepreneurs qui sont très tolérants, puis à la limite, si l'entreprise échoue, c'est pas grave, ils vont repartir à quelque chose, donc ils vont pousser leur idée plus loin. Là, dans le cas du Titanic, il y a des vies en jeu, donc là, mais c'est ça, tu sais, il y a tout le temps la gestion de risque, puis la tolérance au risque, puis c'est qui, qui en souffre aussi. Tu sais, c'est-tu mon équipe, je vais brûler mon équipe, puis c'est pas grave. C'est-tu, je vais être obligé de prendre des raccourcis puis brûler la planète, mais c'est pas grave. Donc, c'est aussi les chemins. Puis, tu parlais de métriques. Tu sais, puis souvent, on va essayer de miser l'humain. On essaie d'écouter l'humain. Mais moi, souvent, le système me donne la première indication qui me donne le goût d'aller voir après l'humain. Puis il y a le système, peut-être en agilité, vous savez un peu, là, les lead metrics puis les lag metrics. Donc, qu'est-ce qu'on peut mesurer après coup, mais c'est quoi les signaux qu'on peut détecter? Puis moi, souvent, dans une équipe, je regarde juste le nombre d'hypothèses que l'équipe a testées. Et là, ça, c'est un indice, c'est une métrique. Combien d'hypothèses ont été testées? Ben, ça veut dire que les gens sont peut-être pas à l'aise à proposer des nouvelles idées. Ça veut dire. Et il y a plein de comportements qui viennent avec ça. Et là, je vais commencer à ouvrir. Ah, est-ce que dans les meetings, les gens parlent? Fait que c'est ça, il y a comme des lead metrics, des fois, ça. Puis moi, j'aime ça des comportements systémiques. Parce que là, j'ai pas besoin de mettre le doigt dessus tout de suite. Je fais juste dire, ça, c'est bizarre. Et là, je me mets à creuser. Puis là, les gens, des fois, me disent, mais Sylvain, on dirait que tu cherches juste des problèmes. Non, je ne cherche pas des problèmes, je cherche les points de fragilité. Parce que si on les trouve avant, on va pouvoir agir dessus et on va devenir beaucoup plus résilient. Mais là, tu as l'air de la personne qui veut comme faire échouer. Non, je veux pas faire échouer, je veux faire réussir le projet. Et là, c'est comme tout un combat. C'est vraiment drôle des fois quand ça arrive. Et quand on est seul dans l'organisation à se battre comme ça, on se brûle. Moi, j'en suis de. Et là, c'est ça, je parlais, la rapidité à laquelle moi, j'arrive à prendre ça comme un coup, puis un défi, puis ah ouais, mais quand j'ai commencé, je n'étais pas comme ça, là. Je me laissais, oh my God, c'est moi qui n'ai pas normal, c'est moi qui n'ai pas performant. Et là, oh, puis je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le goût d'enseigner ça aux gens. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Puis souvent, ce que votre corps vous dit, je vais trouver la cohérence dans le système. Je vais trouver, oui, tu as raison, tu vois. Sinon, ça aurait passé là, puis ça passe pas là. Donc là, c'est là qu'on peut commencer à voir mon émotion. Elle me parle. Comment je peux aller la valider un peu mon émotion pour être capable d'avoir une action dessus. Sinon, on est juste fâché, frustré, puis on ne sort pas de cette boucle-là. Il y a des organisations qui sont meilleures que d'autres pour accueillir les gens qui veulent sortir. Il y en a d'autres qui vont, ah, on va essayer de cacher un peu cette fragilité-là. Ben là, on s'épuise dans ça, parce qu'on est seul. Hmm. Merci, merci. Euh, je vais rappeler à ceux qui nous écoutent que vous pouvez vous poser vos questions dans le chat, commentaires. Je pense que par défaut, on va lire les questions de façon anonyme pour encourager la participation. Donc, s'il y a des choses, des questions personnelles qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas. On ne dira pas de non. Michel va les lire de façon anonyme, sauf si, bien sûr, vous marquez explicitement, je veux intervenir. À ce moment-là, on vous donnera la parole et on fera le spotlight si vous voulez, mais par défaut, donc tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas, mettez ça dans le chat. Je pense que ça va enrichir la discussion. On n'a pas juste une discussion avec les panélistes, c'est un panel ouvert. Vous êtes aussi les experts de votre milieu. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, intervenir dans le chat. Est-ce qu'on a, d'ailleurs, Michel, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oui, tout à fait, Olivier. Il y a une question, donc je me permets de la lire. Comment faire comprendre aux organisations ce que ne sont pas des signes de fragilité, mais des choix santé pour être plus robustes? Est-ce que cette question parle à quelqu'un? Oui, je me permets de la compléter un peu, parce que ça Oui, faisait référence à la merci. phrase d'au-dessus. Donc là, on n'a pas les éléments. Les éléments, c'était la lenteur, la sous-optimisation, la diversité, la redondance, le gaspillage. Bref, tous ces éléments dont on dit que actuellement, c'est qu'on n'est pas bon si on les a, ces éléments-là. On est d'accord que le gaspillage, on n'en veut pas, surtout si on est lean. Bref, comment faire comprendre aux organisations que ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais ce sont des marges de manœuvre. C'est ça qui nous rend plus robustes. Comment faire passer le message et vraiment inverser la tendance? Personnellement, je vois ça comme du courage, moi. Si on fait, des fois, c'est juste de
tu as le courage de voir ces choses-là. Donc, c'est pas de la faiblesse, tu as le courage. Et des fois, on pose la question, pourquoi Sylvain, c'est quoi les informations que tu as eues qui te confirment qu'il faut aller dans cette direction-là? Des fois, c'est mon intuition. Et c'est d'accepter qu'il y a une intuition aussi pour aller tester. Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir, là. Donc là, on ne parle plus de fragilité, mais j'ai le courage d'aller explorer quelque chose qui me dit que c'est vers là qu'on s'en va. Et c'est ça qui me parle aussi. C'est ça qui est cohérent avec ce que je fais. Donc là, on n'est pas encore rendu à convaincre les organisations, mais c'est au moins on commence à changer le vocabulaire, de dire c'est faut avoir on a le courage de toujours s'améliorer et non pas essayer de trouver tous les problèmes. Est-ce que Ben, Zélia, allait dans cette direction-là aussi? Ben, ce qui me venait plus, c'est de, oui, ramener le vocabulaire, mais de former sur ce que tu viens de nommer, Laurence, aussi. Tu sais, qu'est-ce que le gaspillage, la marge de manœuvre, l'attente, tu sais, pourquoi on doit donner un peu d'importance à tout ça? Parce on veut pas avoir de dette technique, mais parlons-en de la dette technique. Tu sais, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment aller à la rencontre de cette chose-là. Alors, c'est de ramener le vocabulaire par la formation, puis aussi, je pense, l'accompagnement puis le coaching, bien entendu. Euh, mais ouais, d'amorcer la conversation, mais aussi de s'assurer de débusquer les mentalités puis les sensibilités par rapport à ces sujets-là. Pourquoi on les attaque ou pas? Pourquoi on les intègre ou pas? Puis de là, on va valider possiblement où sont les fragilités, les limites, les perceptions par rapport à ces différents sujets-là, pourquoi on les intègre ou pas. D'où l'importance de travailler en profondeur avec nos humains, comme je disais un peu au début. Ouais, pour répondre à la C'est question, je pense qu'aussi, il faut rappeler aux gens, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs ont déjà, ou des organismes ont déjà vécu des crises. Qu'est-ce qui leur a permis de passer au travers ces crises-là? Donc, d'aller chercher leur expérience à eux. Tu vois beaucoup d'entreprises pendant certaines crises, euh, parce qu'ils avaient des liquidités, ils avaient cette marge de manœuvre, ils n'étaient pas à flux tendu, ils avaient de l'inventaire, ils avaient différentes ressources. Euh, ils avaient des gens qui étaient là pour pouvoir répondre à ces crises-là. Donc, c'est là où on peut leur démontrer que ils les ont déjà utilisées, ces stratégies-là de redondance, donc différents types de stratégies où ils sont appuyés sur certaines choses qu'ils voyaient comme fragilité. Dans une organisation, celle qui avait déjà mis en place, qui avait des inventaires pendant la COVID et toute la crise d'approvisionnement qui a suivi, celle qui avait des inventaires, et ils sont passés à travers la crise beaucoup mieux. Donc, tu sais, c'est cette partie-là de revoir notre, euh, qui est dans, je dirais, les grandes maximes qui disent, OK, là, maintenant, on fonctionne à flux tendu. Tu sais, on y revient parce qu'on a vu les limites de ça. Donc, d'inverser aussi, dire, ben, si on n'a pas ça, ça donne quoi sur une organisation? Si on n'a pas ces redondances-là, ça donne quoi? Donc, je suis Hmm. toujours en train de réfléchir encore à la question de Hmm. Marouane sur tout Ouais, à l'heure qui m'a fait réfléchir sur le innovation versus signaux faibles, jusqu'où on va là. ouais. On continue. J'aime beaucoup la question de Laurence. Et si vous permettez, si on peut rajouter plus de précision, on parle comment on peut expliquer à l'organisation. Plutôt la question comment expliquer aux gestionnaires dans l'organisation. Parce que c'est aux autres qui sont les premiers concernés qu'on doit l'expliquer que tout ce sinon, c'est pas de la fragilité. Oui, il faut accepter ça, il faut profiter, il faut transformer. Mais je pense que c'est toujours ça le défi. Comment ces gens-là, ils vont accepter que c'est pas vraiment de la fragilité, c'est des opportunités. Et du moment que peut-être qu'ils acceptent, qui n'ont pas n'ont pas peur des regards des autres, l'organisation, peu importe le contexte, à ce moment-là, on peut changer la donne. Donc vraiment, je pense que c'est les clés, c'est ces gestionnaires-là qu'ils doivent avoir vraiment un bon courage managérial. Il faut avoir vraiment des bons leaders pour qu'ils amènent
ces fragilités, entre guillemets, en opportunité. C'est pas toute l'organisation. On peut pas attaquer toute l'organisation que non, non, il faut peut-être commencer avec les petits pas, avec ces gestionnaires clés dans les contextes différents. La question continue moi aussi de rouler depuis ma première réponse. J'entends les autres intervenants. J'ai le goût de continuer, si tu me laisses, Olivier. Vas-y, vas-y. Euh, c'est aussi en les outillant. Puis ça a été dit ça vient juste d'être dit par Marwan, mais tu sais, nous, on a essayé pendant longtemps de promouvoir l'intrapreneuriat avec un cycle de vente très direct. Puis on disait, on a besoin de l'entrepreneur, mais on a besoin du dirigeant aussi. Donc, on a besoin des deux parce qu'il faut que si toi, tu as une idée, ben, que ce soit cohérent. Ensuite, il y a moi, ce que je note, là, c'est que quand on commence à aller vers on n'est plus dans la fragilité, mais on est dans l'abondance, en fait, hein. J'imagine, Laurence, un peu les opportunités. Ben, c'est comment on gère cette abondance-là. Et là, les gens deviennent anxieux parce que dans l'abondance, il y a trop de choix, il y a trop de gens qui ont des idées, etc. Puis des fois, c'est juste, OK, mais il y a des façons, il y a des outils pour être capable d'avoir ces discussions-là. Et là, je m'en vais de plus en plus vers un outil que j'aime beaucoup, parce que ça finit par être l'intention. Il faut avoir cette intention-là. Il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est un Liberating Structure qui s'appelle le Purpose to Practice. Et ce que j'aime, c'est ben, au départ, dans cette activité-là, c'est tout ce que tu dois mettre en place pour qu'un projet soit périn. Tu commences par avoir un purpose commun. Ben oui, OK, ça, c'est notre objectif. Et là, si on met tout de suite l'intention, ben là, après ça, on peut dire, OK, qui participe à ça? Là, on va c'est quoi les principes qu'on se donne? Et là, on commence à parler un peu de l'organisation, puis on met transparent les principes qui sont nécessaires, puis après ça, on peut voir des incohérences. Et donc là, on peut pas. C'est là qu'on amène des fois l'organisation dans sa fragilité, mais après ça, il faut qu'elle le voie. Donc, si on dit, ben regarde, ça c'est ton purpose, ça c'est les principes, mais je regarde tes ways of working, puis ta mécanique, ça ne fonctionne pas avec ça, il faut la remettre en question. Et là, ben c'est ça, c'est beaucoup d'éducation, autant niveau gestionnaire, CEO. On a souvent pas tendance à dire que c'est les équipes qui sont pas performantes. Puis moi, j'ai rentré dans plusieurs équipes où est-ce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je n'aidais pas l'équipe. Je dis oui, j'aide l'équipe, mais l'équipe, ils ont plein de choses qui peuvent améliorer, mais il y a besoin qu'il y ait d'autres changements qui se fassent avant qu'on travaille l'équipe, parce que quand ils vont s'améliorer, ils vont rapidement frapper un autre mur. Fait que c'est d'avoir cette discussion-là. Mais Laurence, ce n'est pas facile. Parce que, puis tu sais, je veux dire, je n'ai pas la réponse, puis c'est pour ça que j'adore ta question. C'est vraiment pas facile parce qu'on est dans une gestion de risque, les gens, puis en croissance, gestion de risque. Et l'agilité, ça n'enlève pas le risque. Ça nous donne une façon de faire de la gestion d'abondance, la gestion de choix, la gestion de. Et il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Mais souvent, je me fais dire, t'es cute, Sylvain, avec ton outil, mais ça ne marchera pas. Mais on l'essayons-le. Là, ça prend des gens qui vont pousser. Puis des fois, ben, quand on est consultant, on a plus de latitude à aller pousser. Puis donc, j'aime ça quand un consultant voit, OK, je vais aider les employés qui sont là. Je ne fais pas juste faire ce que j'ai à faire, mais j'essaie de leur ouvrir le terrain. Puis ça, je trouve que souvent, les organisations sont fragiles ils vont écouter un consultant, mais ils n'écoutent pas l'employé qui est à l'interne, qui dit exactement le même message depuis un an. Donc, je ne sais pas qui a dit ça tantôt, là, mais tu sais, des fois, on ne sait pas de qui ça vient. Puis là, c'est comme écoutons un peu tout le monde. Je ne sais pas si ça répond, Laurence, un peu plus. En tout cas, moi, j'ai continué à réfléchir à la question, là, mais Alors moi, ce que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression il y a besoin d'un changement culturel profond dans les organisations. C'est ça que j'entends là. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a une face cachée au succès? Parce qu'on cherche toujours le succès, la performance. Est-ce qu'il y a une face cachée à ça? Et donc, quelle serait cette révolution culturelle que vous préconisez dans les organisations? On se lance, hein? Toute une question. Une grosse question, c'est ça. Le silence reflète la profondeur de la question. J'adore ça. Mais, tu sais, moi, je pense que c'est rare aussi qu'on a le mandat, généralement, de faire un changement culturel. Hmm. Puis c'est parce que c'est un mandat très douteux aussi, parce que la culture, ça se vit et ça se vit d'une tête à l'autre, d'un système nerveux à l'autre aussi. Alors, ça demande tellement un changement
important qui n'est pas que sur les épaules d'un consultant ou d'une équipe de gestionnaire qui veut voir du changement aussi. C'est vraiment, c'est dans l'invisible en plus, donc c'est dur de même mesurer comment la culture évolue. Hmm. Le défi majeur que je vois, c'est que pour faire une révolution culturelle, puis, il y a un très bon livre de Cyril Dion sur le manuel du résistant, un truc comme ça, je n'ai plus le nom exactement, mais ça demande des nouveaux récits. Tu sais, Mhm. c'est quoi le nouveau récit? Et pas juste, ça peut être au sein d'une organisation, mais l'organisation est dans dans toute une société, tout son environnement. Donc, si c'est pas des fois le récit dominant, il y a certains qui vont innover, qui vont dire oui, on veut y aller parce que ils y croient fortement et ils vont être très centrés. Ils ont cette confiance-là interne qui ne sont pas bousculés par les d'autres croyances. Ils vont pas se remettre en question par rapport à voici ma vision, à tort ou à raison, mais c'est vraiment c'est quel nouveau récit qu'on raconte? Quel nouveau récit qui contamine tout le monde, qui dit pour inciter les gens à changer parce que ça, c'est une nouvelle norme. Mais là, moi, ce que je vois, c'est ils sont où ces récits-là? Quand on voit que, puis moi, comme je dis, je me passe toujours au niveau des organisations, que fut un temps, le récit pour les entrepreneurs du succès, c'était d'être un nouveau Elon Musk et d'être un nouveau Mark Zuckerberg. C'était ça les récits, des récits de petits entrepreneurs qui étaient de petites organisations, qui avaient des beaux succès, mais à leur échelle, c'était moins brillant. Donc, comment on peut inciter le changement quand le récit il est pas mainstream? En tout cas, il y a une réflexion à faire à ce niveau. Mais il faut que ce soit Euh, ressenti, le ouais. récit. Il ne faut pas juste que ce soit martelé par une ou deux personnes qui ont décidé, Hey, that's the new story we're gonna tell. Non, mais tu sais, je regardais, pour qu'on ait un changement au niveau d'une population, d'un groupe, si on prend juste un groupe, il faut que 25% des gens soient convaincus de ce Convaincu. changement-là. Convaincus. Mhm. T'es pas juste, on n'est pas en superficie, là. De façon à dire, OK, c'est la nouvelle. Mais atteindre ce chiffre de 25%, c'est pas donné. Donc, c'est un travail en profondeur qui a besoin d'être fait. Euh, Oui. Mm. Olivier, vraiment, tu as posé une question très profonde, en tout cas pour moi, parce que tu as utilisé deux mots que je trouve très pertinents. Premièrement, euh, culture. C'est vraiment, on peut pas changer, il faut admettre qu'on peut pas changer une culture rapidement. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. On parle toujours d'une culture agile. Il faut admettre aussi que pour faire changer des paradigmes, pour faire changer la culture d'une entreprise X vers l'agilité, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de détails au quotidien. Ça de un. Deux, le terme succès, je pense que chaque contexte, chaque entreprise, chaque entrepreneur, sa propre définition de succès. On doit définir dès le début c'est quoi notre définition de succès. Est-ce que c'est l'application de l'agilité? Est-ce que c'est la culture agile qu'on doit chercher? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la réponse au client? Est-ce que c'est l'adaptation? C'est quoi la définition du succès pour nous autres? Il n'y a pas une seule définition. Ça dépend des objectifs, ça dépend de la vision de la société. Il y a des organismes que leur succès, c'est de créer un nouveau modèle d'agilité. On a travaillé avec des clients qui ont rajouté une autre couche par rapport au framework SAFe. Il y a d'autres sociétés, leur succès, c'est vraiment de livrer rapidement, c'est de créer un nouveau produit. Il faut être d'accord, c'est quoi la définition de la succès, du comment on peut la créer ensemble. C'est pas juste une personne. J'adore que tu apportes tu sais, tu reviens sur ce mot-là, puis de définir c'est quoi le succès. Euh, et effectivement, quelqu'un qui réussit, qu'on peut faire, c'est marketable, là, tu sais. Donc, on va le voir, alors qu'il y a plein de personnes qui ont réussi, qui sont très satisfaites, puis on ne les voit pas. Puis, tu sais, puis là, je vais pointer vers Michel, là, mais on a fait un gros travail pour essayer de trouver ces entrepreneurs-là. Puis,
J'étais tanné, moi, de parler dans mes formations de Lean Startup, des Amazones de ce monde, puis des Netflix de ce monde. Puis je disais, mais je m'en fous de Netflix, je m'en fous d'Amazon. C'est la mentalité derrière qui leur a permis d'être ça que j'essaie d'apporter. Mais l'exemple, tu sais, le storytelling, Céline, que tu disais, il est tellement important. Les gens, à un moment donné, se bloquent. Ils disent, non, moi, je veux pas être un Amazon. Oui, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Et là, ben, c'est d'amener, c'est quoi ces nouvelles histoires-là, tu sais. Puis je me souviens dans une conférence que quelqu'un avait fait, il avait dit, tu sais, tout le monde connaît Elon Musk, mais qui connaît Jimmy Wales? Ben, Jimmy Wales, il a fait Wikipédia. C'est quel qui a le plus d'impact? Ben, ils ont un impact différent, mais il y en a un, c'est un impact ouvert. C'est une OBNL, 600 personnes qui mènent maintenir une connaissance. Fait que, tu sais, c'est quoi le succès? Comment on le mesure? Et où est-ce que moi je veux pointer un peu l'injustice dans tout ça? C'est que quand tu vas vers un succès commercial, tu t'enrichis, tu te sécurises tu peux mettre de l'argent dans tes REER, tu peux t'acheter une maison. Mais quand tu veux rester dans un modèle, puis tu dis, moi, je vais limiter mon salaire parce que, puis on va essayer d'être plus horizontal, puis ben là, des fois, on commence à avoir des doutes. Et là, ça tombe, c'est l'humain, on revient à l'humain. Il arrive des moments où on veut se sauver soi-même. Puis qu'est-ce qui arrive? Des fois, il y a des gens qui quittent le bateau, puis ils vont dans une organisation qu'on se dit, ah, pourquoi il est allé là? Mais il y a toujours cette insécurité qui amène que quand on définit le succès autrement, puis que ce n'est pas monétaire, on est souvent dépendant de tout un réseau, puis à un moment donné, il y a une perte de confiance. Mais c'est ça qu'il faut venir à bout de bâtir. Il y a des ressources, on est en abondance, on a-tu vraiment besoin de tout posséder? Il y a des clubs de partage, mais on veut être indépendant. On a appris à être très, très solo dans notre façon de gérer. Fait que là, individuellement dans notre vie, d'aller dans une organisation. Des fois, quand on est jeune, on ose, puis là, on a la famille, on a de plus de responsabilités, puis des fois, c'est là il y a comme un moment de fracture que j'ai observé où est-ce que des fois, c'est tentant d'aller vers une organisation qui est peut-être moins vers nos valeurs, mais qui va sécuriser d'autres choses, tu sais. Mais juste un petit point, Sylvain, parce que des fois, ce qui manque, c'est de trouver la tribu de gens qui ont la même définition du succès que nous. Parce que quand on est rassuré avec nos pairs, on dit on a la même définition du succès, ben, c'est cette norme-là, puis on va continuer à y adhérer. Alors que quand on est dans une tribu, on se sent complètement isolé, c'est sûr qu'on va se chercher à, à adhérer au reste du groupe. Donc, c'est le défi de les trouver, ces autres modèles-là, ces autres récits. Sylvain, merci beaucoup. Franchement, je pense que j'ai la réponse pour Olivier. La face cachée de succès, je pense que on oublie malheureusement que là, l'Amazon de ce monde ou tous les Airbnb, et Uber et tout ça, on voit leur succès, mais personne ne parle des phases, des étapes qu'ils ont fait. Personne ne parle de l'échec qu'ils ont fait. Il y a l'Amazon ou Airbnb, c'est pas du jour au lendemain. Ils ont passé par plusieurs échecs, plusieurs apprentissages, expérimentations. Ça, la phase qu'on ne voit pas et qu'on doit peut-être l'appliquer. On doit continuer à expérimenter, on doit accepter l'échec, on doit avancer. Il ne faut pas juste faire le focus que voilà, on a une entreprise qui vaut je ne sais pas combien de milliards. Mais pour arriver là, il y a beaucoup de risques, peut-être, euh, certainement beaucoup d'apprentissage et surtout d'expérimentation. Puis il y a combien de personnes qui ont resté depuis le début de l'aventure jusqu'à ce plein succès également? Exact, Combien exact, sont partis brûlés, exact. démotivés, traumatisés, Ouais, dégoûtés? ouais. Zélia, juste une petite parenthèse, on parle de Silicon Valley, le Facebook, l'Amazon, tout ça, mais personne ne partage l'autre nom de Silicon Valley, c'est la cimetière des startups. Parce qu'il y a plein de startups qui échouent, mais personne ne parle. Ça fait Hmm. partie du processus, ça fait partie, je pense que c'est des étapes pour arriver au succès de n'importe quel projet. Mhm. Hmm. Les dernières statistiques que j'avais vues, c'était 90% des startups qui échouent. Donc, Hmm. est-ce qu'on en parle assez? C'est ça. Non, Ouais. mais justement, on n'en parle pas suffisamment assez. Et puis, tu sais, la face cachée du succès, quand on parle d'Amazon, c'est la montagne de déchets. Tu sais, il y a encore ces faces cachées-là qu'on on oublie parce qu'on les externalise de l'entreprise. Une fois que c'est en dehors de l'entreprise, c'est plus à eux de se reconnaître. Mais je ne veux pas trop aller là-dedans parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie de tous ces travailleurs malheureux qui sont là. Donc, tu sais, il y en a beaucoup d'externalités de ces succès
on nous montre juste la partie, le haut de l'iceberg, de dire, OK, c'est la partie flamboyante, là, mais par moment, il y a beaucoup. Mhm. J'allais faire un commentaire sur les camions d'Amazon que je vois dans les rues et je me demande, OK, tous ces camions, mais où est-ce qu'il va atterrir ce contenu au final? Euh, Michel, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions qui seraient qu'on pourrait communiquer à nos panélistes? Il y a définitivement plusieurs commentaires qui ont été rédigés dans le chat, Olivier. Peut-être demander aux gens qui les ont rédigés s'ils se sentent à l'aise ou non de les formuler dans leurs propres mots. C'est toujours plus agréable et intéressant, mais somme toute, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, je peux juste simplement relire les commentaires qui ont été écrits. Ben, je peux toujours te libérer la tâche de lire mes textes, Michel. Ouais, par rapport aux cultures d'entreprise, nous, on a été vraiment confrontés avec, c'est ça, quand c'est des grosses organisations, tu sais, j'aimais le commentaire. J'aime bien, moi, je pense qu'on doit faire partie de la solution. Ça commence par nous parce qu'on peut rayonner autour de nous dans la manière qu'on peut amener des changements ou initier des solutions, en fait, d'y aller positivement dans l'amour et la bienveillance. Je sais que ça fait super cliché de dire ça, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, si on veut prendre soin les uns des autres, ça passe par ça. Mais dès que tu tombes à plus grande échelle dans une grande entreprise comme la mienne, c'est pas comme dans le cas où on parle d'entrepreneurs, des fois auxquels on a vraiment un accès direct. C'est sûr que tu le vois tout plein, là, l'appât du gain. Nous, on a eu énormément de outsourcing de fait une année. Ça fait une brisure énorme au niveau des employés, au niveau de l'engagement, mais tu sais, tu comprends que c'est l'appât du gain à court terme qui justifie ce genre de décisions-là, qui vont mettre en péril nos clients, nos produits pour un an, le temps que les autres refassent la cour d'apprentissage. Bon, ça fait un taux d'engagement qui est beaucoup plus faible. Mais à partir de ces grosses blessures-là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux compte tenu de la donne? Donc, mon commentaire est très général. Ça touche beaucoup de sujets qui ont été touchés par beaucoup de panélistes. Je n'ai pas retenu les noms de tout le monde, là. Mais, ouais. Je pense que ça, c'est amour et bienveillance. Ah ouais, vraiment. Merci, À merci son Elise. échelle à soi. Et d'incarner le changement qu'on voudrait voir opérer. C'est très, très cliché, mais ça revient à ça. Merci. Et Ben, personnellement, aussi, par rapport au succès, moi, je n'envie pas du tout Steve Jobs ni Elon Musk. Je n'aimerais pas être la partenaire de ces hommes-là. Je n'aurais pas aimé être une employée proche de ces hommes-là. Autant on en parle comme en tant des success stories, mais aïe, 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 c'est ça. C'est Je pas pourrais des même pas être leur ex. Non, c'est ça, c'est J'ai- pas. Je vais rebondir avec une question à propos de bien-être. Merci beaucoup, Élise. Je me demande, par les temps qui courent, comment est-ce que vous pensez que les employés se sentent quand ils entrent en compétition avec l'IA, qui, qui est beaucoup plus rapide à produire des choses que elle. Déjà, on a de la compétition entre les employés, mais maintenant, il faut Ouais. faire de la compétition avec des robots. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que la bataille, elle est déjà perdue d'avance, puis qui craignent le futur à cause de ça. Tu sais, moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour tout rechanger leur trajectoire carrière parce que, ils sentent que le futur, leur échappe. Tu sais, ça aussi, c'est vraiment, c'est comme épeurant pour le futur parce qu'en fait, il faut juste accueillir le changement puis voir comment on peut nous-mêmes faire des beaux changements. Mais je pense que ça génère tellement d'anxiété. C'est- Mhm. je- Effectivement, puis tu sais, on a souvent l'image de la vague. Tu sais, c'est des vagues d'innovation, puis il faut réagir à une vague d'innovation. Puis là, quand on parle de résilience, robustesse, c'est que c'est plus une vague, c'est une vague, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, les AI a juste comme. C'est une autre grosse vague qui est arrivée, mais là, c'est tranquillement tous les secteurs. Fait que la première vague est là, il y a des gens qui ont réagi, il y a des gens qui ont vu, tu sais, oh, mais c'est dur, ça prend. Il y a des gens qui ont du capital pour. Puis après ça, c'est d'emmener les gens à voir que l'AI, c'est un outil. Puis un outil, ben après ça, en tant qu'organisation, est-ce que je développe l'outil pour remplacer les employés ou pour les aider? Tu sais, moi, Mhm. à la blague,
sais, le Scrum Master, on dit souvent que c'est un métier où est-ce que tu dois te rendre inutile. Fait que moi, je peux me donner dans le défi, dans l'organisation, d'automatiser au maximum, mais il y a toujours des discussions humaines que je vais devoir faire que l'AI ne pourra pas remplacer. Donc, mais d'emmener les gens à voir qu'ils ne me volent pas la job, mais je comprends le stress, je comprends l'anxiété, c'est des changements. Puis l'organisation ne sont pas toujours transparentes aussi sur comment ils vont implanter tout ça. Donc, c'est une excellente question. Comme déjà, il y avait une compétition entre collègues des fois entre des équipes d'une même organisation. Tu te dis, mais si vous êtes ensemble, mais il y a une compétition. Et là, c'est un compétiteur complètement externe qui te promet. Puis je vois beaucoup de résistance des gens. Puis moi, ce que je fais, c'est souvent avec les AI, c'est des petits tests. Ah, on pourrait essayer d'automatiser ça, on pourrait essayer de faire ça ensemble, puis tranquillement, les gens, ah, OK, ils se mettent à comprendre. Puis une anecdote que je veux raconter, quand ChatGPT est sorti, je pense, je me souviens pas, mais dans les 2 semaines que c'est sorti, je disais, oh, that's something else. Et là, j'ai fait un chat GPT Scrum qui, à mon avis, est un bot tellement bon dans la façon dont il répond. Et là, je me rappelle, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, hey, je vais publier sur LinkedIn. Préparez-vous, on va avoir des appels, les gens vont vouloir, tu sais, venir nous voir, puis tout ça. J'ai eu presque zéro engagement sur mon post. Hmm. Et sur le coup, je me suis dit, hey, wow, tu sais, c'est que, mettons, j'ai un ego, ça aurait pu faire wow, hein, personne. Mais je me suis dit, mais pourquoi? Je pense que ça vient toucher ça. Les gens étaient en résistance. Ils se disaient, non, oui, qu'un AI va me remplacer. Il y a même des gens avec qui j'ai testé l'outil. Ils ont dit que c'était le fun, puis ils n'ont jamais réutilisé l'outil après. Fait que là, c'est ça les signaux faibles de OK, les gens sont en résistance, mais je le vois que c'est en train de changer. Parce que là, les gens se rendent compte que c'est permanent, là. Pendant un certain temps, il y avait un esprit de oh oui, mais ça ne me remplacera jamais. Là, les gens voient des modèles, voient des réussites, ils s'inquiètent. Mais on va voir ceux qui l'adaptent bien, puis ceux qui l'adaptent mal. Il y en a qui, justement, si l'humain n'est pas au cœur de ton organisation, la prochaine vague qui va arriver va te frapper. Alors que ceux qui ont intégré cette vague de l'AI, de sur quoi que ça veut dire vraiment, ben, peut-être qu'ils vont plus se respecter dans ce qu'ils sont, puis ils vont être plus résilients à la vague qui suit, parce que tu te respectes qui tu es, tu ne changes pas d'une fois à l'autre. Mais il y a quelque Mhm. chose qui m'inquiète beaucoup que j'ai lu récemment, c'était qu'il y aurait eu une étude comme quoi, c'est paru dans le journal des affaires, qu'il y avait moins de jeunes qui avaient accès à des jobs d'entrée dans les organisations, tu sais, sortant d'université ou peu importe, parce que les AI avaient pris de la place. Puis je me disais, oh boy, on est en train de brimer peut-être une génération d'accéder à des premiers postes, puis évoluer, puis s'émanciper, puis d'offrir leur potentiel unique. Puis les organisations, comment elles ont réfléchi à ça? Tu sais, il y a un pan de notre population qui vont manquer de façon de contribuer à l'effort collectif, à payer les impôts à la fin de la journée, et que des futurs peut-être délinquants. En tout cas, c'est vraiment une réflexion quand même encore là profonde à avoir comment on introduit, on intègre cette chose. Puis en plus, elle est foutument épeurante, moi je trouve. Là, moi, j'ai écouté beaucoup de Terminator, le premier dans les années 80, puis je dirais pas mon âge, mais vous allez presque deviner. Fait que, tu sais, dans ma tête, là, en tout cas, je sais pas vous, là, mais that's kind of scary. Puis on a Arnold Schwarzenegger sera pas là longtemps encore, je pense, pour nous défendre, si- s'il le faudrait. Donc, c'est une menace drôle parce que c'est pas un compétiteur interne qu'on connaît, qu'on peut avoir une conversation à la fin de la journée avec. C'est une drôle de bête dont son intention est peut-être qu'elle nous échappe aussi. En passant, si tu espères que Arnold Schwarzenegger, c'est lui qui va te sauver, on a peut-être un petit problème. Euh, Olivier, oui, juste, si tu permets, Olivier, je ne sais pas pourquoi on voit l'IA vraiment comme une menace. J'aime bien le commentaire de Sylvain tantôt. C'est un outil finalement. Ok, c'est normal de s'inquiéter au début. C'est très normal. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, c'est très normal. Mais et c'est très humain, by the way. Mais il faut le voir comme un outil. Il faut l'exploiter. Je ne pense pas que l'IA, peu importe l'IA qui a été créée par ChatGPT ou peu importe, il va changer la culture d'entreprise. Ça reste l'humain. Ça, c'est ça quelque chose qu'on ne peut pas changer. On peut automatiser, accélérer, faire toutes ces choses mécaniques, mais changer une vision, une culture d'entreprise,
l'IA ne peut pas le faire. C'est à nous autres, les humains, de profiter, encore une fois, de ces innovations, de cette accélération technologique et l'amener dans, comment dirais-je, et profiter encore une fois et l'amener dans notre camp. Il ne faut pas rester isolé, voilà, un IA qui arrive, ou un Terminator qui arrive et va nous détruire. Non, comment on peut l'utiliser? Mhm. Mais, Donc la ah, concurrence, je pense pas que on est vraiment en concurrence. Peut-être on ignore encore parfois dans des contextes comment on peut l'exploiter, c'est normal, mais je pense pas qu'il y a une concurrence, en tout cas pour moi. je veux dire, je suis très ambivalente sur l'IA. Pas comme tout le monde, c'est nouveau. Marwan le soulignait, c'est nouveau. C'est un outil qu'on ne sait pas trop encore jusqu'où il peut aller, parce que là, on est dans quand on écoute, on est dans les premiers balbutiements encore. Là, on n'est pas encore on n'a pas encore tiré tout ce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Euh, Par contre, moi, j'aime beaucoup le commentaire de Zélia sur, OK, mais est-ce qu'on a fait une réflexion euh, plus sur un peu plus du long terme, dans le sens où, comme société qui accueillons l'IA, euh, comment on s'assure qu'il n'y a pas trop de laisser pour compte? Parce que pour moi, c'est ça aussi. C'est parce que oui, il y a des jobs qui vont disparaître, parfait, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Comme société, comment on fait pour euh, ben, quels sont ça va pas dire est-ce qu'on invente de nouveaux métiers qu'on n'a pas besoin de dire. Comment réagir pour nos jeunes, pour des gens qui ont moins de facilité au niveau de l'informatique, toute cette partie-là. Puis aussi, malheureusement, jusqu'où on y va avec ça. Moi, j'ai juste plein de questions. Quand on commence à dire que dans les maisons pour personnes âgées, la personne à qui il parle, c'est un IA, euh, personnellement, parce que sinon, il parle à personne, tu fais oui et. Oui et. Moi, j'ai le et qui vient aussi Mhm. avec en disant au moins il parle à quelqu'un, mais comment on revient à cette. Parce que est-ce que ça va encore faire en sorte que notre collectivité, on va être encore. L'isolement va être encore beaucoup plus prononcé. C'est cette fragilité-là, plus au niveau collectif que vraiment au niveau de l'organisation dans les entreprises, le côté cette technique de la chose qui, qui va arriver de toute façon. Mais pour moi, c'est le côté, l'impact au niveau de la société sur lequel faut Mhm. réfléchir. On va clore la parenthèse de l'IA, mais je vais ramener le point de Zélia qui est qu'on a de moins en moins de jeunes dans nos organisations. Pour moi, ils amènent du sang neuf, ils contribuent beaucoup à l'innovation. Je veux dire, chaque fois que j'ai eu des stagiaires, il y a plein de choses qui sont produites et ils ont vraiment amené beaucoup de bonnes idées. Donc, est-ce que vous voyez que ça peut contribuer à la fragilisation des organisations? Le fait qu'il y a moins de jeunes qui Mhm, mhm. réussissent à entrer dans les organisations. Est-ce qu'on cultive vraiment l'innovation dans nos organisations qui leur permettrait de rester adaptables et donc de survivre sur le long terme ou le moyen terme d'ailleurs? Moi, en tout cas, ce qui me vient, c'est, je peux juste imaginer cette belle jeunesse-là s'organiser eux-mêmes puis faire comme vous m'avez pas permis de jouer avec vous, ben je vais jouer dans mon coin avec ma gang, tu sais. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir juste des nouveaux modèles émerger, puis salut! On avait juste à y penser un petit peu. Puis on se prive en fait de cette mise en relation-là avec ces autres talents-là, tu sais, qu'on n'a pas laissé, qu'on n'a pas offert une chance. Mhm, Je vais revenir vers l'AI, puis juste pour faire le détour, mais qu'est-ce qu'on décide de déléguer à l'AI, puis qu'est-ce qui est important? Parce que la fragilité, c'est ça. Tu sais, si tu délègues le brainstorming à l'AI, ben, tu enlèves la capacité, les gens à être capables de faire du brainstorming. Et l'humain, tu sais, il y a une vidéo que j'aimais beaucoup de est-ce que c'est facile de faire du vélo, etc. Puis on réalise pas le nombre de trucs que c'est de l'intuition, c'est des appris qu'on a fait. Et c'est ça qu'on est en train de perdre si on ne met pas les jeunes dans ces environnements-là. S'ils apprennent pas à faire du vélo, ils apprennent pas à faire du vélo, puis après ça, ben, on va dire ben, ils sont pas bons à faire du vélo. Mais qu'est-ce Hmm. qu'on veut? Puis c'est quoi la résilience? C'est d'avoir des gens qui ont essayé, tout ça. Puis
peut-être que le problème qu'il va résoudre, c'était pas du tout le problème que ton organisation avait quand tu l'as engagé, ce jeune-là, mais il a appris à connaître. Donc, c'est qu'est-ce que tu décides de déléguer. Si l'ER remplace la personne, puis là, je reviens à un principe bien. Tu sais, des fois, on dit, ah, les coachs sont fatigants avec ça, mais interaction entre les gens plus que les processus et les outils. C'est un peu, Total. là, on revient à un pilier de base de l'agilité qui dit, si tu n'as pas un flot de personnes qui vient challenger comment tu travailles, ben tu vas te rigidifier. Puis fait que moi aussi, je trouve que c'est très dangereux de ne pas ouvrir puis de dire ça coûte plus cher un jeune qu'un AI. Mhm. Ben, tu vois à court terme, comme on disait tantôt. Hmm. C'est une vision court terme. C'est pas ça qui peut-être te créer la résilience, c'est les gens qui vont savoir utiliser. Puis moi, Pardon, on va tranquillement approcher Mhm. la fin de notre temps. Je savais que je savais pas que j'ouvrais une boîte de Pandore. Avant qu'on conclue sur ce que vous voyez qui évolue positivement dans les organisations, je peux vous en demander à commencer à y réfléchir. Est-ce qu'il y a une question, Michel? Oui, tout à fait, Olivier. Je me permets de faire une mini mise en contexte cette fois-ci. Je pense que la complexité réside dans les raisons initiales pour lesquelles les organisations ont opté pour l'agilité. Si l'organisation devient agile pour augmenter ses ventes et améliorer ses performances, ça serait hyper difficile de leur faire changer de cap en parlant de ralentir et de fragilité. Je pense que les notions de robustesse, résilience et antifragilité sont abstraites et les organisations refusent d'écouter ces discours. Ma question est, y a-t-il des études de terrain avec des chiffres, des cas concrets qui expriment la fragilité de la course aux performances? Entre parenthèses, mes connaissances sont limitées dans le sujet à part quelques textes par-ci, par-là. Hmm. Oui. Merci pour la question. Quelqu'un veut répondre à ça? Je sais même qu'il y en a qui se spécialisent dans ce genre d'études-là. Je pourrais te mettre en contact. Je vais garder ton nom. Michel, si tu peux garder le nom, je vais revenir. Mais tu sais, nous, on a fait une étude, un gros projet sur la santé mentale des entrepreneurs. Pourquoi? Ben, les entrepreneurs, c'est des gens qu'on met en performance. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus de dépression chez les entrepreneurs. Il y a plus de... Donc, quand on amène les gens dans la performance, il y a des études qui le montrent très, très... avec des chiffres à l'appui, là, que la performance amène à toutes sortes de dérives, puis on en connaît après au niveau régulatoire, là, mais je parle juste sur l'individu, là. Donc, il existe plein de recherches là-dessus, effectivement. Les médecins aussi, c'est dans les plus Merci. hauts taux de suicide parmi les professionnels. C'est surprenant. Mm. Merci. On va conclure avec un tour de table de nos panélistes sur la question est-ce que vous voyez des choses qui évoluent positivement dans les organisations et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez communiquer à nos participants pour qu'ils repartent avec des pistes de solutions? Qui voudrait commencer? Ben, il y a beaucoup de capital humain, beaucoup de bonnes idées, puis on revient vers les jeunes, là, mais moi, ce que je vois dans les organisations, c'est de plus en plus, à cause du contexte externe, il y a quand même des... Tu sais, des fois, je dis, les gens ont fait les bonnes choses pour les mauvaises raisons, là. On transforme, puis on va prendre soin de la planète parce qu'il y a des subventions maintenant, parce qu'on perd des clients, etc., là. Mais ce que je vois de bien, c'est que les jeunes sont déjà intéressés, ils sont extrêmement intelligents, ils ont énormément d'idées, puis souvent, c'est l'organisation qui va les empêcher de croître. Fait que moi, ce que je vois de bien, puis que je veux que les gens se rappellent, c'est juste laissez-les avoir du fun. Hmm. Laissez-les tester, laissez-les vous mettre en doute parce ils font les choses différentes, parce qu'il y a énormément de richesses. Puis, en tout cas, moi, les jeunes avec qui je travaille, ils ont de la drive. Puis j'espère juste pas tuer cette drive-là. Moi, je veux juste qu'elle continue le plus longtemps possible. Fait que je veux dire sur ce positif-là, il y a de la drive, il y en a de l'énergie dans les organisations. Je peux continuer. J'aime beaucoup l'idée de Sylvain. Il y a du changement. OK, parfois c'est un peu en retard, mais peut-être en intégrant les jeunes dans ce chemin de changement, peut-être ça va accélérer. Encore, comme a dit encore une fois Sylvain, il faut profiter et pour la continuité, et pour la pérennité de l'organisation et cette culture, il faut intégrer ces gens-là. Et par rapport à l'agilité, encore une fois, c'est une culture, c'est pas des outils.
Si on veut créer quelque chose qui dure, il faut avoir euh, instauré déjà cette culture petit à petit. C'est pas le jour au lendemain, c'est pas question de 3 mois, 6 mois, 5 ans. Non, c'est vraiment c'est un parcours. Prenez le temps. On parle des fiascos, on parle des transformations ratées, mais on parle moins des expériences réussites. Ici, même au Québec, il y a Clic Santé. Vraiment, c'est un bon exemple qui ont pris vraiment peut-être 10 ou 15 ans pour faire transformation, mais ils ont réussi. Prenez le temps à expérimenter, prenez le temps à apprendre et certainement, au final, on trouvera quelque chose vraiment qui ça va durer dans le temps. Je rebondirais là-dessus. Une citation d'Olivier Amor qui est toujours, qui dit un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, tu sais, il y a plein de belles initiatives, plein de choses qui se passent, comme dit Marwan, il y a des belles réussites, mais c'est des fois des petites réussites. Il y en a à la fois plein de petites réussites qui se passent dans le quotidien, des changements, mais ça ne fait pas de bruit. C'est ça le défi actuellement. Il y a plein de choses qui se passent bien. Il y a plein de choses qui vont bien. Il y a de belles organisations qui prospèrent, tout ça, mais c'est petit, ça fait pas de bruit, donc on les voit pas. Donc, à un moment donné, ce que je souhaite en tout cas, c'est que ça fasse plus, qu'elle soit vraiment une majorité, comme ça on va dire, ben, OK, ben, c'est ça la culture ambiante. Je reviens sur mais je suis persuadée que ce soit parce que l'implication des jeunes qui font des choses autrement, euh, mais ça va continuer. Mais c'est sur du long terme. Toute cette partie-là, là, c'est pas des changements à court terme qu'il faut espérer en pensant que oh, ben, on va résoudre tous les problèmes qu'on est en train de vivre à court terme. Il n'y a pas de miracle. Ça m'a pris du temps à concevoir ça, que dans la vie, il n'y a pas de miracle, il y a beaucoup de travail et un jour, on fait oh yes, on a réussi. Mais le chemin est long par moment. Donc, faut être très bien, il faut cultiver notre bienveillance. Euh, Vraiment cultiver notre bienveillance par rapport à nous-mêmes, par rapport aux organisations, par rapport à ce qui se passe. Et, euh, et même aussi, on voit cette épidémie du burn-out, ça fait en sorte que les gens, ils acceptent plus autant parce qu'ils disent, ben, je veux pas me rebrûler, que ce soit au niveau des entrepreneurs. Ils veulent faire les choses différemment parce qu'ils se sont brûlés. Donc, c'est toute cette partie-là. Il y a toujours cette fragilité-là amène des changements qui sont longs, mais qui vont être en profondeur. Donc, Hmm. Puis tu vois, Céline, moi, c'est ça que j'observe de mon point de vue, des fragilités qui viennent dans mon bureau, qui exposent leur vulnérabilité, puis qui finissent par faire le deep work, puis qui en parlent à leur équipe. Donc, des gens qui ont un peu perdu au combat, puis je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet de voir de plus en plus de petits resets à plein d'échelles et que ça m'amène à imaginer qu'il y a de l'espoir. C'est drôle, hein? On perd un peu le combat, mais on se relève. Puis on fait le deep work nécessaire pour pouvoir commencer à entendre les arbres pousser dans la forêt parce qu'il y a toutes sortes de sons dans la forêt. Puis c'est vrai que c'est surprenant un arbre qui tombe. Ça m'a déjà réveillée en pleine nuit à la maison, dans mes petites Laurentides. Et si je peux me permettre, j'aimerais ça revenir sur le commentaire aussi de Huguette dans le chat qui dit les aînés avec qui je travaille ont aussi beaucoup de Hmm. drive, puis je veux mettre de l'emphase. Tu sais, c'est vrai que j'ai mentionné enfant, mais effectivement, puis souvent, il y a un rôle de mentor aussi. Puis les jeunes, des fois, ils ont une naïveté sur un système qui est. Puis justement, toute cette expérience de vie, laisse-moi quand même, puis écoute, je vais te parler du système. Puis on a un engagement avec Audition Québec qui, justement, c'est d'accompagner les gens qui perdent l'audition. Puis ces gens-là disent, c'est pas parce que j'entends moi que, tu sais, moi j'ai été un CFO toute ma vie, je peux encore aider des startups, je peux encore aider des gens. Je comprends pas pourquoi soudainement. Puis c'est ça aussi Hmm. la résilience puis la robustesse, c'est d'inclure, d'être inclusif. Puis tu sais, là, on parle de l'AI, là, mais les technologies pour entendre mieux, pour être capable de, tu sais, de rester
contributeur, parce que souvent, c'est là qu'on a de la drive, c'est quand on sent qu'on est capable de contribuer. Fait que je voulais faire du point sur ce que Huguette disait, puis je l'observe également de plus en plus. On n'est plus là dans le temps où on a été élevé à l'église, puis on était à la maison. Non, c'est des femmes, des hommes qui ont été professionnels toute leur vie, qui ont vu qui sont allés dans des combats sociaux. On ne va pas les faire taire à 65 ans parce qu'ils ont leur retraite, ils veulent contribuer, puis ça fait partie de cette résilience-là, de la robustesse là, qui est importante à cultiver. Là. Hmm. Merci. Euh, on va conclure avec des prochains rendez-vous. Est-ce qu'il y a parmi les panélistes des choses dont vous voulez parler, qui sont des actualités qui pourraient être très intéressantes pour nos auditeurs? Ben oui, moi je veux vous inviter. On a créé une communauté Robustesse Canada, donc on vous invite le 1er octobre, c'est virtuel, de venir parler de robustesse parce que c'est un sujet méconnu, donc on se dit ensemble et c'est vraiment et cultiver notre intelligence collective aussi. C'est ça donc avec Laurence et Olivier et d'autres participants, ben, on vous invite. C'est virtuel, donc vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez aller retrouver ça sur mon LinkedIn. Donc, ça me ferait plaisir de vous inviter. Parfait, on va rester à l'écoute des fragilités et de la robustesse contre les fragilités. D'autres choses? Sinon, on va annoncer notre prochain rendez-vous avec la communauté de pratique en agilité organisationnelle. Ça va être, il y a plein de jeudis qui s'en viennent, donc retenez les jeudis. Je ne sais pas si Michel, tu voulais mettre les liens ou Oui, sinon tout à fait. On je pourra peux le repartager faire. les liens mentionnés dans l'événement éventuellement. D'abord, je tenais à vous remercier de votre présence. Si vous avez apprécié l'événement, les échanges, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour proposer des sujets ou peut-être que vous avez des intervenants en tête qui aimeraient aussi s'exprimer. Hein, vraiment, c'est une façon d'échanger et d'être là tous ensemble. Donc, comme l'indiquait Olivier, on le sait, hein, le mois de septembre, octobre, c'est très, très chargé, mais on vous invite quand même à se joindre à nous le jeudi 16 octobre pour une autre thématique autour des méthodes agiles dites plus fluides. Il y a un événement aussi également le jeudi 17 octobre, c'est le forum ouvert sur la robustesse des entreprises qui sera le forum qui sera à la Maison du développement durable. Et également, on espère vous voir en présentiel pour une deuxième occasion le jeudi 27 novembre à l'Agile Tour. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence. Je ne sais pas si Olivier, j'ai bien résumé les prochains événements ou s'il y avait d'autres des panélistes qui aimeraient s'exprimer. Non, c'est parfait, Un on a gros tout. merci. J'allais juste dire un gros merci pour l'invitation, pour les participants, les questions. J'ai beaucoup apprécié l'événement aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos panélistes, à tous nos participants, participantes. Merci pour vos interventions, nombreuses interventions, et on espère vous revoir à tous ces événements, apparemment les jeudis. C'est les jeudis que ça se passe. Et on a parlé de beaucoup de robustesse et antifragilité et bien-être au travail. Ça me plaît toujours quand on parle de bien-être au travail. J'adore ça. Je veux qu'on en parle plus. Ça fait partie de l'agilité, c'est nécessaire pour l'agilité. On a tendance à oublier ça. Merci beaucoup Merci, à merci toutes et Merci beaucoup. toutes. beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Merci. Bye.